Si je veux être seule, je m'arrête. Je sors la craie noire de ma poche et je trace un cercle autour de moi. Dans mon cercle, je suis à l'abri. Personne n'a le droit ni le pouvoir de m'adresser la parole si je me trouve dans mon cercle. Personne n'a le droit ni le pouvoir d'y entrer, de me toucher ou de me regarder trop longuement. Quand je suis dans mon cercle, je n'entends plus les bruits de la rue, les vagues de la mer ou les cris des oiseaux. Je peux y rester sans bouger aussi longtemps que je veux. Rien de ce qui se passe autour de moi ne m'intéresse plus. Le cercle m'isole du monde extérieur et de moi-même. C'est la félicité totale, c'est la paix. À l'intérieur du cercle, on ne sent plus ni le froid, ni la faim, ni la douleur. Le temps s'arrête lui aussi. On plonge dans l'abstraction comme dans un rêve protecteur. On devient le centre du cercle. Quand je veux sortir du cercle, je tends simplement la main et je coupe la ligne du cercle. Personne ne peut le faire que moi. De l'extérieur, personne ne peut couper le cercle pour moi. Le miracle du cercle consiste dans la sécurité totale qu'il nous offre. Depuis que le cercle a été inventé, le monde va mieux. Il n'y a plus ni guerre, ni famine, ni catastrophe. La criminalité a baissé. Dès qu'on est pris de nausées, on s'entoure d'un cercle. Dès que quelqu'un nous embête, on entre dans le cercle. Si un voleur pénètre la nuit dans notre maison, on s'enferme vite dans le cercle. Si on part pour un long voyage et qu'on est fatigué, on se repose dans le cercle. Si on n'arrive pas à répondre à une question essentielle, le cercle est le meilleur endroit où méditer. Si la mort s'approche et qu'on ne veut pas mourir, on peut végéter à l'infini dans le cercle. On ne peut jamais s'enfermer à deux à la fois dans le même cercle. D'aucuns ont essayé, mais ça n'a rien donné. Un cercle pour deux, ça n'existe pas et on est sûr que ça n'existera jamais. Il y a des gens qui ont essayé d'emmener avec eux dans le cercle de petits animaux, chiens, chats, souris, mais ça n'a rien donné non plus. Si on a à côté de soi, à l'intérieur du cercle, un autre être vivant, le cercle ne fonctionne plus. Dehors. Je veux être dehors. Tout est bon ici. Tout est vivant. Il n'y a rien à jeter, ni la météo, ni les marais, ni le vent de suroît. Ici, le grain, la dépression, même le ciel de traîne arrivent en premier. On est servi en tête. Ici, on invente la météo. Le temps qu'il fait aujourd'hui ici, c'est le temps qu'il fera demain ailleurs. On goûte les plats d'abord avant de les servir à l'autre bout de la France et de l'Europe tout entière. L'occidental du Cotentin a les doigts crochus, mais il est généreux. Il distribue la météo à ceux qui n'en ont pas. Et quand l'oriental alsacien allume sa télévision pour le journal de 20 heures, il ne regarde pas le temps qu'il fait chez lui, il regarde le temps qu'il fait chez nous pour savoir celui qu'il fera demain ou après-demain chez lui. Parce qu'ici, le ciel va plus vite qu'ailleurs. Il ne laisse pas de traces. Il est suivi de près par un autre ciel. Le ciel est poussé par le ciel. Ici, c'est la course des ciels. C'est la file indienne. Les joies de l'exubérance et de l'adaptation. Tu as pensé planche à voile? Tu feras une bonne marche à pied. Tu as enfilé les chaussettes de laine. Et hop, tu transpires en maillot de bain. Même les grands chercheurs n'arrivent pas à nous suivre. Hier encore, ils avaient annoncé pluie et tempête pour le jeudi.
On a eu tout ça le mercredi dans la nuit, et le jeudi au réveil, on s'est levé les bras grands ouverts vers un ciel nettoyé de la tête aux pieds. Le jeudi était à nous, le jeudi était cadeau. Ici, ça bouge, ça s'envole, ça fuit, ça roule, ça foule le camp, ça défoule, ça renverse, ça explose et ça gueule. C'est entier, sans entourloupe, c'est du vrai. Ça a traversé tout un océan pour sculpter la pierre, inventer les reliefs et les caractères. Ici, la mer vient de si loin, tu la prends comme elle est, déchaînée, plate, verte ou verte et bleue, frissonnée, frémissante, marronasse ou bleue et bleue. Tu la regardes, tu te retournes vers la campagne, tu aperçois le pommier en fleurs. Tu te retournes vers le large et c'est le désert qui te parle, le sable mordoré qui te brouille la vue. Et tu es riche comme Crésus avec tout cet or dans les yeux. Prends ce que le pays, la pomme, sa fleur, le caillou, le trou d'eau, la falaise, la vague, son écume et le coquillage te donnent pour t'inviter à bras-le-corps au grand banquet des éléments. Ça va danser au pays de grande surface et de grand air. C'est ici, c'est maintenant, ça va danser au pays du dehors. Revenir comme si je n'étais jamais parti. Être là. Être de là. Être de quelque part. Et tous les matins de ma vie, dire merci au hasard d'être né ici. Et vous y pensez souvent? À chaque fois que je prends le train. C'est peut-être le roulement. Je sais pas. Le roulement, ça rend souvent penseur. En tout cas, dès que je vois défiler à travers la vitre toutes ces villes, ces routes, ces fermes, aussitôt je me demande ce qui pousse les hommes à marcher, à conduire, à attendre le bus, à sortir les vaches, à aller dans un sens, à courir dans l'autre. Je vais vous demander de pencher légèrement la tête, merci. Quelle force les pousse à faire tout ça plutôt qu'à ne rien faire? Il doit bien exister une force. Ils font pas ça d'eux-mêmes. Je commence par 1 centimètre partout et puis vous me direz. Labourer, traire, rafistoler une durite, co-signer un bail, stocker des hydrocarbures. Mais pourquoi fait-on ça? On peut quand même bien se poser des questions, moi, non? Stocker des hydrocarbures. Il sera toujours temps de faire plus court, si vous le souhaitez. Assaisonner, joindre, vernir, pédaler. Non, mais franchement, pédaler. Vous trouvez ça normal, vous, de pédaler? Bah, je ne me rends pas bien compte. Et vous tenir debout? Me tenir debout? Oui. Vous trouvez ça normal de vous tenir debout, là, les 2 pieds sur le carrelage? Oui, j'ai l'impression, oui. Eh ben, ça ne l'est pas. Ah bon? Non, non, non. Vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air? Oui, oui. Seulement, il y a quelque chose qui vous en empêche. Ah bah ça alors? Il y a une force qui vous contraint, comme 6 milliards d'êtres humains, à rester collés sur la Terre. Non. Si. Une force qui me... Oui, l'attraction universelle, découverte par Newton en regardant tomber une pomme. Un Anglais. Eh oui, il s'est posé la question, pourquoi cette pomme tombe-t-elle par terre? Est-ce qu'il est naturel qu'elle se dirige vers le sol? Oh, ils sont incroyables, ces Anglais. Et moi, je vous demande aujourd'hui, électrifier une zone, discuter le bout de gras, améliorer la race chevaline, vous trouvez ça normal? Vous voulez dire par rapport à la pomme? Mais non, par rapport à l'homme, Georges. Pourquoi massicoter? Pourquoi piloter? Pourquoi refaire un ourlet? Pourquoi repeindre la cuisine? Pourquoi? L'instinct de survie? L'instinct de survie? Oui. Enfin, sauf peut-être pour l'ourlet. Enfin, je vous dis ça avec des pincettes. C'est une impression de coiffeur. De coiffeur de Châtillon, pas plus. Alors, je peux savoir ce qui nous oblige à suivre cet instinct de survie, comme vous dites? Oh, Monsieur Schwarzberg, vous devriez peut-être moins prendre le train. Remarquez, tout ça, c'est de ma faute. J'aurais pas dû vous poser des questions sur votre retour de vacances. Oh, Georges, ouvrez les yeux. Vous sautillez autour de moi depuis 20 minutes, sanglé dans une petite blouse acrylique bleu pâle, cliquetant sans arrêt vos ciseaux avec pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que je suis bizarre, Monsieur Schwarzberg, c'est ça?
Avouez qu'il y a bien une force qui vous pousse à consacrer tous les jours ouvrables de votre existence à démêler la tignasse de vos semblables avec un petit râteau en corne synthétique. Ne me dites pas que cette action saugrenue est consubstantielle à votre être profond. Vous n'êtes quand même pas né pour passer une tondeuse du matin au soir sur la nuque de vos contemporains. C'est ce que me dit ma femme quand je rentre tard. Et est-ce qu'elle vous dit aussi que votre génome n'a aucune chance d'avoir été programmé pour brocher, teinter ou tondre? Ah non, non, ça, elle me le dit pas, non. Avez-vous le souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? Non, non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas, vous en êtes sûr? Oh, Monsieur Schwarzberg, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre. D'habitude, je communique très bien avec la clientèle. Je suis navré, Georges. Même si vous êtes persuadé du contraire, je n'ai pas l'impression de vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question. Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeur? Oh, c'est vrai que mon père n'était pas très pour. Oh, mais attention, il ne m'a pas empêché, jamais. Mon père avait ses idées, mais c'était un homme très doux. Il n'aimait pas la bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'aimait pas recevoir des coups ou en donner. Il préférait être d'accord. Il disait que c'était bon pour la santé, qu'être d'accord, ça permettait de vivre plus vieux. Oh, il m'a même aidé à acheter mon premier salon. Mais bon, vous dire qu'au fond de lui, il n'espérait pas autre chose pour son fils. Et pourtant, vous l'êtes devenu. Il y a donc, vous en conviendrez, quelque chose que vous ne dominez pas, qui vous a contraint à cette activité, que non seulement votre père réprouvait, mais qui, même pour vous, soyez honnête, reste totalement incompréhensible. Ne serait-ce que par rapport à votre physique. Oh, c'est vrai. J'ai un physique de chanteur. Non, il ne s'agit pas de cela, Georges. Je parle de votre physique d'homme, de mammifère évolué, de grand singe bipède. Croyez-moi, lorsqu'on vous regarde développer votre mètre 80... Oh là là, vous êtes gentil, 75 à peine. Avec vos membres supérieurs puissants, votre cage thoracique imposante, cette mâchoire solide, capable de réduire en bouillie n'importe quel aliment. Quand on examine vos narines, vos oreilles, vos pieds, on ne peut pas imaginer que vous avez été conçu pour vaporiser de la laque. Pas plus que la pomme, d'ailleurs, n'a été faite pour s'écraser dans l'herbe. Vous pensez que j'ai fait fausse route? Oui. Quelque chose vous y a forcé. Comme cette foutue loi de l'attraction universelle qui vous force à rester collé sur le carrelage. Pourtant, quand on regarde vos bras, on voit bien qu'il aurait suffi d'un ou deux battements pour que vous filiez au-dessus des nuages. Oh ben maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir envie de voler. 3, 4 fois, mais tranquillement, vous voyez, dans les parages, au-dessus de l'étang de Massy, du boulevard Jean Moulin avec les platanes, et puis revenir par la mairie. Oh, attention, ni vite ni très haut, pas comme le Martinet. Non, plutôt un vol de goéland. Tout blanc, tout calme. Donc, au fond, ce que vous ressentez en vous, c'est une mouette. Une grande mouette. Et pas un coiffeur. Ah, c'est sûr, coiffeur, c'est comment dire. Mais j'ai pas terminé de payer la boutique, alors je peux pas arrêter. Enfin, pas tout de suite. Mais c'est sûr, si j'avais le choix, j'aimerais bien faire le goéland. Oh, je vois la tête de ma femme. Et pourquoi vous n'avez pas le choix? Parce qu'il y a sûrement une force qui m'en empêche. Ah, vous y êtes, Georges, vous y êtes. Oh, grâce à vous, Monsieur Schwarzberg. Vous réalisez, Georges, vous réalisez, nous sommes tous prisonniers, tous. Pourquoi j'ai pas plus souvent des clients comme vous? Pourquoi? Moi, je viens des Antilles, Guadeloupe. Je vis là, à la cité des Glycines. J'ai pris ma mère avec moi après son attaque. Ça fait 20 ans que je ne suis pas rentrée au pays. Je ne suis pas fonctionnaire, j'ai pas eu le droit au congé bonifié, moi. Maman, elle pleure des fois. J'ai beau lui seriner que je n'ai pas d'argent pour lui payer des billets d'avion à Tire-Larigot. Elle fait sa capricieuse. Elle voudrait revoir sa case là-bas. Voudrait mourir chez elle. Voudrait être enterrée là-bas à Trois-Rivières. Au début, elle était bien contente que je la fasse venir en France. Tout le monde avait été aux petits soins avec elle,
à l'hôpital. Elle critiquait pas trop. Je vous jure, elle ne demandait pas après sa case. Elle a attendu l'hiver pour commencer sa comédie. Et pourtant, il faut me croire, hein, je me pliais en 4 pour qu'elle ait rien à redire. En vérité, hein, elle n'a jamais pris la peine de regarder de près la cité des Glycines. C'est trop gris qu'elle ronchonnait. Elle a toujours été comme ça, d'ailleurs, à se plaindre de tout et de rien. Oh, elle serait morte là-bas, hein, si elle était restée aux Antilles à se faire charcuter par des charlatans. Elle ne veut pas comprendre que c'est pour son bien que je la garde avec moi, au 12e étage de la tour Molière. Quand elle n'a plus voulu sortir, je ne l'ai pas obligée. Elle passait ses journées, le nez collé, à la fenêtre. Dès qu'elle ouvrait son bec, c'était pour demander à rentrer chez elle. À l'entendre, on aurait dit qu'elle vivait l'enfer avec moi, sa propre fille. C'était devenu sa petite prière quotidienne. « Je veux rentrer au pays, Viviane, je t'en supplie, laisse-moi retourner en Guadeloupe. » Alors, je ne me suis pas privée de lui rappeler qu'autrefois en Guadeloupe, elle aussi, elle m'empêchait de sortir de la case. J'avais 17 ans et j'étais démangée par l'envie de me dégoter un fiancé comme toutes celles de mon âge. Non, tu n'iras pas traîner dans les rues pour te retrouver grosse. Je me suis sauvée en France, à 20 ans, vierge de la tête aux pieds. Ah, je lui dois rien. Hein. Ah non. Elle rêve de retourner au pays pour trouver sa misère sous ses cocotiers. Une case pourrie, rongée par les termites. Un bout de jardin où se multiplient les rats. Elle n'est même pas capable de se faire un œuf. Mais elle se voit retourner au pays pour recouler ses fichues racines. Je vous dis qu'elle a plus toute sa tête. Ah non, j'ai pas pensé à la placer en maison de retraite. Non, c'est pas nos mentalités à nous, Antillais. On garde nos vieux parents avec nous jusqu'à la mort. On s'en débarrasse pas comme s'ils n'étaient rien d'autre que des vieux chiens. Hein. Elle a tous ses défauts, mais c'est ma mère. Et une mère. C'est sacré. La vieille, elle nous balançait ses soupirs comme du venin, sans même décoller du feuilleton. Dans le fond, il venait d'elle, ce goût de la représaille, cette manie de s'engueuler. Oh, la grand-mère, c'était pas le genre à sentir la pâte de fruits hein, et à donner des bons points. La nôtre, elle était plutôt du genre rêche, aigre comme du vieux vinaigre, coriace comme les mouches qui dansent dedans. Il faut reconnaître que depuis des lustres, la pauvre femme était clouée dans son fauteuil. Un vieux fauteuil à accoudoir, presque Henri III, et même pas de roue. Un genre de mémé portable qu'on se trimballait partout, qu'on renversait quelquefois, mais qui, dans l'ensemble, s'en tenait à stationner devant le poste. Cela dit, on l'aimait bien un peu, la grand-mère. On se sentait bien obligé de l'amadouer, à cause de cette autorité absolue qu'elle avait en matière de télécommande. C'était son porte-monnaie qui avait permis de nous payer la télé. Une addition en bas de laine largement suffisante pour taper dans le haut de gamme. À croire que les ancêtres auront trimé pendant des lustres, des siècles et des siècles, à raquer les fonds des plats, tout ça pour qu'un jour, on puisse se payer un écran plat. Un cran de plus à la ceinture et on aurait eu le magnétoscope. La grand-mère, elle disait venir du siècle d'avant, des années 1800 et quelques, mais vu ses cols en dessous de tasse et son accent boisé, vu sa façon de voir les choses et ses anecdotes en relique, il se pourrait bien qu'elle vienne d'encore bien plus profond que ça. D'ailleurs, on la soupçonnait d'être la source même de la famille, la genèse originelle,
né depuis toujours, jamais tari, et suivant au cas par cas toutes ces générations qui ont échoué jusqu'à nous. À croire qu'elle était vieille depuis toujours, la mémé, depuis la nuit des temps. Un genre de mauvaise conscience qu'on se trimballerait depuis des siècles, ne serait-ce que pour que tout le monde se lave les mains avant de passer à table. Dans le fond, on rêvait tous de la virer, la grand-mère, sans se le dire, tout en sachant que personne n'oserait. Et plutôt que de la pousser à l'accident, plutôt que de l'anémier en oubliant de lui approcher son fauteuil, on la passait à table, à l'heure des repas, et on la sortait du passage. Oh, vivement qu'elle passe à 3 chiffres, la mémé, et qu'on lui plante un joli nœud rose sur le dessus du chapeau. Oh, vivement qu'elle déborde largement le siècle et qu'elle le double, le fameux record. Oh, de toute façon, c'est sûr qu'elle battra le record. Hein. C'est sûr qu'elle aura son paragraphe dans le Guinness Book. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'économise. Hein. C'est pour ça qu'on s'en occupe. Et on lui remue les membres. Allez, vas-y. Vieillis, mémé. Vieillis, ma petite mémé. Veillis bien, qu'on lui dit. Mais fais vite. Depuis que les gens ont pris l'habitude d'utiliser le cercle, l'aspect de la ville a totalement changé. Les cercles sont partout. Il y a des gens qui aiment s'installer tout simplement sur le trottoir ou au milieu de la rue en s'entourant du cercle. Il y en a qui n'en sortent plus des jours et des jours durant. Dans les grandes salles d'attente, sur les places publiques, dans les gares, on ne voit que des gens recroquevillés, que l'on dirait oubliés dans leur cercle. Tout ça nous a apporté beaucoup de silence et de propreté. Au début, il fallait avoir une craie noire, magnétique, pour pouvoir tracer le cercle. La craie était assez chère et la plupart des gens ne pouvaient pas s'en acheter. Peu à peu, le prix de la craie a baissé et des craies colorées ont même été mises en vente. Finalement, les mairies ont commencé à distribuer gratuitement des craies à la population. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a même plus besoin d'une craie pour tracer son cercle autour de soi. Le cercle peut être dessiné avec n'importe quoi. Un bout de crayon, un rouge à lèvres, une pointe de couteau, une aiguille, et même avec l'ongle. Tout le monde est d'avis que le cercle représente la panacée de tous les temps. Voilà la fin du millénaire et plus aucun homme n'est malheureux. Les sondages montrent que les habitants de la ville passent plus de 100 jours par an dans leur cercle. On a déjà procédé à un recensement de ceux qui n'ont plus quitté leur cercle depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Sans doute ont-ils pris goût à l'éternité. Mais je ne cesse pas de m'inquiéter de certains bruits qu'on a fait courir dernièrement dans la ville. On dit que les cercles cachent quand même un piège, qu'on y entre parfois pour n'en plus sortir. On parle de gens bloqués dans leur cercle à leur corps défendant. On prétend que ceux qui vivent dans leur cercle depuis 10 ou 20 ans en sont en réalité les prisonniers. On dit aussi que depuis un certain temps, la plupart des siècles n'obéissent plus aux hommes. On dit qu'il y a beaucoup de gens qui, une fois encerclés, découvrent qu'ils ne peuvent plus ouvrir leur cage. On dit même qu'ils n'en sortiront jamais. Marie-France, ma chérie, si tu savais comme je suis déçu que tu ne fasses pas avec moi notre voyage de noces. Je sais bien que tu m'attends gentiment à la maison, mais la tranquillité que cela me donne ne me console pas de ton absence. Venise, tu aurais aimé, tu sais. Quand tu sauras combien c'est beau ici, je suis certain que tu regretteras de ne pas m'avoir accompagné.
Venise fait briller les amours. Le nôtre, encore tout neuf, il y aurait brillé de 1000 feux. À Venise, ma chérie, tout est splendeur. Magistrale au-dessus de ces eaux noires, la cité est semblable à une souveraine embaumée. C'est comme ça qu'ils disent dans le guide que j'ai acheté avant mon départ. Le long des canaux, les gondoles, pareilles à des cygnes noirs, tracent derrière elles un sillage lumineux. Ça, c'est dans le prospectus de l'Office de tourisme. Et moi, j'ajoute que, dans les gondoles, il y a des amoureux serrés l'un contre l'autre. J'ai le cœur gros, tu sais, quand je les vois si heureux ensemble. Ma main a coupé que tu aurais aimé Venise, Marie-France. Comme moi, tu aurais été conquise par les ors de la basilique qui renaissent quotidiennement dans l'éclat oblique du soleil couchant. Ça, c'est de moi. Et je te jure, hein, c'est de moi. C'est bien dommage, Marie-France chérie, que tu ne m'aies pas accompagnée. Mais je vais acheter des diapositives dans une boutique de souvenirs. Nous les visionnerons tous les deux à mon retour. Elles égayeront nos soirées. Je commenterai les images. Ce sera comme si tu y étais. Tu l'auras, ton voyage de noces à Venise. Je te le promets, Marie-France. Je rentre samedi en 8 par le train de nuit. Si tu pouvais venir me chercher à la gare, ça m'économiserait un taxi. Blaise, ton petit mari. Mon cher Blaise, tu es en voyage de noces à Venise, tu y restes jusqu'à samedi, tout a l'air de bien se passer, alors s'il te plaît, ne sois pas désolé de mon absence. Est-ce que je suis désolée, moi? Je t'ai dit 100 fois que Venise ne me tentait pas. Tu le sais, c'est Nicole Durieux, ma collègue du guichet 3, qui m'a mise en garde contre cette ville. Les plages du Lido sont surpeuplées. Les ruelles et les quais grouillent de gens, c'est sale. Il y a des papiers gras partout. En plus de ça, on en prend plein les narines. Et elle sait de quoi elle parle, Nicole Durieux. Elle y est allée 5 fois à Venise. Et elle s'est bien jurée qu'elle n'y retournerait pas une 6e. Ah, bien sûr, si tu avais eu les moyens de me payer un voyage de noces digne de ce nom, je t'aurais accompagnée. Moi, j'aime les palaces, les grands restaurants. Alors, me nourrir de panini, assise sur les marches d'un pont couverte de crottes de pigeons, non merci. J'ai passé l'âge de ce genre d'aventure. D'ailleurs, Nicole Durieux n'arrête pas de me le dire. Venise, quand on n'a pas les moyens, c'est pas la joie. Ne te tracasse pas pour ta petite femme, va. Je tiens la maison propre, je brode nos initiales sur les serviettes de table offertes par les copines du service contentieux, je regarde les feuilletons de l'après-midi à la télévision. Tu peux me croire, je profite au maximum du congé que m'a valu notre mariage. Quoi qu'il en soit, oh, je suis contente que tu te plaises à Venise. Les diapositives, oh, c'est une bonne idée. J'inviterai Nicole Durieux à la projection. Ça lui fera plaisir. S'il te reste un peu d'argent, achète donc une gondole lumineuse pour la cheminée de la salle à manger. Nicole Durieux en a une chez elle. Ça fait un bel éclairage quand le lustre est éteint. Allez, je te souhaite une bonne fin de voyage de noces et je te dis à samedi à la gare. Nicole Durieux sera avec moi. Elle m'a gentiment proposé de m'y conduire avec sa voiture. Je t'embrasse fort, ta Marie-France.
Écoute, mon fils, tu vas avoir 40 ans. Il est temps que tu te fasses une situation, que tu travailles. On répond « Oui, papa », quand ton père te parle. On n'est pas insolent quand ta mère te parle. Si tu commences à crier maintenant, tu n'auras plus de voix après. Tu as raison, mon canard. J'ai toujours raison, mon hibou. Le hibou a sa houbbette. La houbbette a son hibou. Tu vois comme ton père et ta mère s'aiment encore après 40 ans de mariage? Ça ne te fait rien, dis. Ça ne te fait rien à toi qui te réfugies dans le triste bourbier des amours éphémères. Écoute ton père comme il cause bien. Tu pourrais au moins applaudir? Le public est mauvais ce soir. Oh, ça ne fait rien. Donne le meilleur de toi-même. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. On ne regarde pas ses chaussures quand ton père te parle. Mon petit poussin, si tu me coupes toujours la parole, je ne pourrai jamais causer. Oh, excuse-moi, mon chaton. Mon fils, depuis longtemps, je retarde cette conversation d'homme à homme. Il nous faut maintenant, aujourd'hui, prendre une décision. À ton âge, tu dois pouvoir voler de tes propres ailes et tu dois pouvoir assumer ton rôle dans la société. Jusqu'ici, j'ai fermé les yeux. On ne ferme pas les yeux quand ton père te parle. Mais tu vas la boucler, oui! Oh, excuse-moi, ma levrette, je m'énerve, cette conversation est si difficile. Une révolte? Non. Ce n'est pas une raison pour être grossier. Demande pardon. Pardon. À genoux. Pardon, je ne le ferai plus. Regarde ton père comme il est gentil. Oh, ce n'est pas toi qui serais gentil comme ça. On ne sourit pas quand ton père demande pardon. Continue. Pardon? Non, mais non, continue à parler, à lui parler. Ah oui. Ben, je sais plus ce que je disais. Société. Comment? Place dans la société. Ah oui. Va prendre ta place dans la société. Plus tard, beaucoup plus tard, quand j'aurai quitté cette terre féconde et ingrate, tu te souviendras de cette conversation. Tu seras bouleversé et tu diras « C'était quand même quelqu'un, mon père. » Voilà ce que tu diras. Tu restes. Lorsque début juillet, nous partions pour 2 mois de Bretagne, le bonheur de retrouver ma chère île de Bréa était gâché par l'obligation de quitter mes amis livres. J'avais beau ruser, cacher les 3 mousquetaires entre les cirés, le catalogue des armes et cycles de Saint-Étienne sous les bottes, Sans famille ou le bon petit diable au milieu des boîtes de confiture, 5 kilos de fraises et pommes, ou prunes et pommes, ou pêche et pommes. Pourquoi toujours des pommes dans la confiture de l'après-guerre? Mon père détectait infailliblement ces intrus et les renvoyait dans ma chambre. Mais qu'est-ce que tu crois? Regarde par la fenêtre. Je n'ai pas un camion, mais une frégate. Ou une chambord. C'est alors que, rituellement, ma mère s'exclamait, sans doute pour me consoler, et aussi pour humilier mon père, dont elle avait, une bonne fois pour toutes, décidé que les connaissances historiques étaient nulles. Ma parole, Éric se prend pour le vizir de Perse. Je jouais la stupéfaction. Quel vizir, maman? Mais voyons, Abdul Qassem Ismaïl. Internet n'existait pas à l'époque. Je ne parvenais pas à en savoir plus sur ce grand vizir, relation personnelle de ma mère. Son principal trait de caractère semblait être la passion qu'il éprouvait pour ses 117 000 livres. L'idée de se séparer d'eux un seul jour lui était insupportable. Alors, chaque fois qu'il se déplaçait, il les emportait. Ou plutôt, il avait confié cette tâche à 400 chameaux. Mais le plus étonnant n'était pas là. Nombre de monarques et de présidents se font suivre en convoi par leurs objets et courtisans favoris. Abdul Qassem Ismaïl avait le goût de l'ordre autant que des livres. En conséquence, les 400 chameaux avançaient selon l'ordre alphabétique des ouvrages dont ils avaient la charge. Comme on s'en doute, ma mère ne laissait pas passer cette occasion d'une petite leçon de vie.
Soudain, elle soupirait à fendre l'âme. Quand je constate le désordre de ta chambre, je me dis que tu ne seras jamais vizir. In petto, je jurais bien sûr de lui donner tort. Et durant tout notre long voyage, je m'évadais de cette RN12 qui nous menait vers l'ouest. Je rêvais de sable et d'oasis, de ma future bibliothèque nomade de 117 000 volumes. Quand mon premier chameau, livre AA à AC, atteindrait Saint-Hilaire du Harcouët, où en serait le 400e, celui des aides ? Première traversée, première tempête, la poisse. J'avais même pas eu le temps de comprendre où j'étais que je me retrouvais dans un des grains les plus terribles de l'histoire du Virginian. À croire que ça ne s'arrêterait jamais. Le type qui est sur un bateau pour jouer de la trompette, on ne peut pas dire qu'il soit d'une grande utilité quand l'ouragan arrive. Il peut juste éviter de jouer de la trompette, histoire de ne pas compliquer les choses. Et puis, rester sur sa couchette, bien tranquille. Mais moi, je ne pouvais pas. Je suis sorti de ma cabine et j'ai commencé à errer de ci, de là. Je ne savais même pas où aller. Ça faisait 4 jours seulement que j'étais sur ce bateau. Déjà pas mal si je retrouvais le chemin des toilettes. C'est des vraies villes flottantes, ces machins-là, sans blague. Bref, ça n'a pas fait un pli. À force de me perdre dans tous les coins et de prendre des couloirs au hasard, j'ai fini par me perdre. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un type, tout élégant, habillé de noir, pas du tout l'air d'être perdu. On aurait dit qu'il n'entendait même pas les vagues, comme s'il était à Nice, sur la promenade des Anglais. Ce type-là, c'était Novecento. Cette nuit-là, au beau milieu de la tempête, avec cet air de grand seigneur en vacances, il me vit là, égaré dans un couloir quelconque, avec la tête du type qui est mort. Il me regarda, il me sourit et il me dit « Viens ». Eh bien, quand un type qui est sur un bateau pour jouer de la trompette rencontre au beau milieu d'un ouragan un gars qui lui dit « Viens », eh bien, le gars qui joue de la trompette, il n'a qu'une seule chose à faire, il y va. J'y allais donc. Lui, il marchait. Moi, c'était un peu différent. Je n'avais pas une aussi belle allure, mais bon. On finit par arriver jusqu'à la salle de bal. Et puis, balloter de ci, de là, enfin surtout moi, parce que lui, on aurait dit qu'il avait des rails sous les pieds. On arrive près du piano. Personne aux environs. Il faisait presque noir, juste quelques petites lueurs ici ou là. Novecento me montra les pieds du piano. Enlève les cales. Le bateau dansait que c'en était un plaisir, tu tenais à peine debout. Ça n'avait aucun sens de débloquer ces roulettes. Si tu as confiance en moi, enlève-les. Il est fou ce type, j'ai pensé. Puis je les ai enlevés. Maintenant, viens t'asseoir ici. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire. Vraiment, j'y comprenais rien. J'étais là à tenir ce piano qui commençait à glisser comme un énorme savon noir. C'était une situation de merde, je vous jure. Dans la tempête jusqu'au cou, et avec ce dingue en plus, assis sur son tabouret, et ses mains immobiles sur le clavier. Si tu ne t'assieds pas maintenant, tu ne t'assieras jamais. Ok, je m'y assois sur ton tabouret, ok, j'y suis. Et alors, et maintenant ? Et maintenant, n'aie pas peur. Et il commença à jouer. À présent, personne n'est obligé de le croire. Et pour être exact, je ne le croirais pas moi-même si on me le racontait. Mais la vérité vraie, c'est que ce piano commença à glisser sur le parquet de la salle et nous derrière lui, avec Novecento qui jouait sans détacher son regard des touches. Il avait l'air ailleurs. Et le piano suivait les vagues. Il s'en allait d'un côté, revenait de l'autre, puis tournait sur lui-même et filait droit sur les baies vitrées, puis, à un cheveu de la vitre, il s'arrêtait et recommençait à glisser doucement dans l'autre sens. Enfin, je veux dire, c'était comme si l'océan le berçait, et nous avec. Moi, j'y comprenais rien. Et Novecento, lui, il jouait, il continuait à jouer. Et c'était clair que ce piano, il ne se contentait pas de jouer dessus, mais qu'il le conduisait, vous comprenez ? Avec les touches, avec les notes, enfin, je ne sais pas avec quoi, moi, mais il le conduisait où il voulait, ce piano. C'était absurde, mais n'empêche.
Et pendant qu'on voltigeait entre les tables, en frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris à ce moment-là que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan, nous et lui, des danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente sur le parquet doré de la nuit. Oh yes! Trois billets, s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants? Vous ne l'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani, vous ne l'avez pas tout le temps? Ah non, l'exposition se termine le 4 novembre. Ce n'est pas risqué pour des enfants? Modigliani? Ben oui, un peintre temporaire. Oh, c'est un très grand artiste. Peut-être, mais c'est la première fois qu'ils vont au musée. J'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Oh, Modigliani est un peintre très important, madame. Oui, oui, mais vous ne le gardez pas. Et ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un artiste qui est renvoyé du musée dans une semaine, reconnaissez... Oh, l'exposition est magnifique. Je n'en doute pas. Mais je préfère qu'il commence sur une base solide. Un peintre qui reste au musée toute l'année, un emploi fixe qui les tranquillise. Vous savez, à 5 et 7 ans, on comprend tout. Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Ah, vous en avez qui sont permanents? Oh ben oui, beaucoup de monde. Poussin, Watteau, David, Delacroix, Renoir. Oh, c'est peut-être plus sûr, non? Comme vous voudrez. Cela fera 15 €. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place? Madame, je vais vous demander... Vous ne pensez pas que vous auriez pu dégraisser chez les vieux? Watteau, il a fait son temps. Watteau, franchement. Madame... Et Renoir? Il n'y en a pas un peu marre de Renoir? Les musées, les boîtes de chocolat, les calendriers, ça suffit pas. Et puis quand c'est pas lui, c'est Monet. Je peux vous demander de payer, madame, hein? Beaucoup de gens attendent. Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanente, c'est ça? 15 €, madame. C'est pas en traitant les visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture. Venez, mes chéris, on y va. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas? Une chose qu'il faut avoir tout le temps présente à l'esprit, sans ça, on ne comprend pas. C'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait, eh ben, il était sourd. Beethoven? Beethoven. Ouais, Sourd. Et sourd des 2 oreilles. ouais. Mais quand même, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait, hein? Beethoven? Beethoven. Ah non, j'ai pas dit ça. Il écrivait comme tout le monde, Beethoven, avec ses doigts. C'est pas parce qu'il était sourd qu'il pouvait pas écrire. Non. Ben alors, faut pas dire ça. Bah, quoi, ça? Ben, ce que vous dites. Bah, quoi? Il était pas sourd, Beethoven? Ben si. Mais c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire. Ah bah justement, c'est ça qui est extraordinaire. Extraordinaire. Mais mon pauvre ami, moi qui vous parle, quand il faut que j'écrive, vous savez ce que je fais? Non. Ben, je me bouche les oreilles. Pour ne pas entendre les autos, le raffut qu'ils font dans la rue. Les oreilles. Les oreilles? Eh ben, ça prouve que vous n'êtes pas Beethoven, voilà tout. Moi? Ben oui, vous, parfaitement. Beethoven, moi? Vous, oui, pas Beethoven, vous, oui. Mais je ne vous ai jamais dit que j'étais Beethoven. Ah bah, ça, je sais bien que vous n'êtes pas Beethoven. Bah, seulement quoi? Bah, seulement vous faites comme lui. Ah bah, pour écrire. Bah, pour écrire, oui, vous l'imitez. Je me bouche les oreilles. Oui. Ah bah, naturellement, c'est moi qui vous l'ai dit. De là à conclure que je me prends pour Beethoven, dites... Il n'y a qu'un pas. Ah bah oui, mais il y a un pas. Et un pas de géant, hein. Parce que vous avez beau vous boucher les oreilles pour écrire,
Eh ben, ce que vous écrivez, hein, c'est pas de la musique. Remarquez, c'est joli quand même, Oui. mais c'est pas de la musique. Ah non. Je ne vous le fais pas dire. Mais vous ne me faites rien dire du tout, je dis ce que je veux. Que vous dites? Et ce qui prouve que j'ai raison, c'est que Bach, hein, Bach? Jean-Sébastien, Ah oui, Bach, oui, eh ben. ah ben il n'était pas sourd. Non, mais Bach, c'est pas pareil. Ah ben non, c'est pas pareil. Bach, c'est un classique. Ouais, c'est un classique, Bach. Tandis que Beethoven... C'est le contraire. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est de la musique quand même, hein. On a beau dire ceci, on a beau dire cela, et ben tous les deux, hein... C'est de la musique. Et d'ailleurs, Beethoven lui-même, quand il était plus jeune, quand il avait dans les... Ouais, quand il avait l'âge de Bach. Ouais. Et ben Beethoven lui-même, il n'était pas sourd. Du tout. Du tout. À cette époque-là, Beethoven, il aurait entendu voler une mouche. Plus que ça. 2, 3, 4 mouches, il aurait entendu voler. Surtout qu'il y en avait des mouches à cette époque-là. Ah oui. Ah oui. Bon, mais enfin, tout ça c'est de l'histoire. C'est de la musicologie, hein. On va pas discuter. Oh non. Du moment que nous, on n'est pas sourds, hein. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes, alors pas réellement en direct, mais en condition du direct à la médiathèque de Saint-Lô. Je suis en compagnie de Pascale Navet, qui est Bonsoir. la directrice de la médiathèque. Donc, on a suivi une lecture. Voilà. Tout à Donc, fait. alors, j'ai une petite question de précision. Je veux savoir, donc on dit l'association Lire Ensemble, le groupe Haut-Parleur, quelle est la différence? Est-ce que c'est la même chose? Alors, c'est pas tout à fait la même chose. L'association Lire à Saint-Lô, elle existe depuis plus de 20 ans et on a créé, il y a maintenant plus de 10 ans, un groupe de lecteurs au sein de cette association qui s'est surnommé sans prétention les Haut-Parleurs. Donc, ce sont des fidèles de l'association, mais aussi du personnel de la médiathèque. Et ce petit noyau dur a été formé à la lecture à voix haute et a plaisir à se retrouver sur scène pour faire partager des textes. Et ça se voit. Pascal, j'en profite parce qu'évidemment on est à la médiathèque et comme je le disais, vous êtes la directrice de la médiathèque de Saint-Lô, lieu superbe. Hein, depuis, on est très fiers. Ah oui, j'en doute pas. Évidemment, toute la municipalité de Saint-Lô vous remercie de nous avoir confié l'auditorium qui nous permet de faire ces lives. Est-ce que vous avez des petits mots à en profiter, un petit mot à parler pour la médiathèque? Oui, volontiers. C'est vrai qu'on a ouvert ce très beau lieu il y a un peu plus de 18 mois maintenant. Alors on est un petit peu frustré parce qu'on est obligé de l'ouvrir de manière un peu modérée en ce moment et en ne permettant pas tous les services. Mais voilà, c'est un lieu qui, je pense, a vraiment trouvé sa place dans le centre-ville, a trouvé sa place dans le cœur des Saint-Lois parce qu'on y reçoit énormément de monde, toutes générations confondues. Les gens y viennent pour passer du temps, pour faire plein de choses variées, évidemment, emprunter des documents, travailler sur place, consulter la presse, jouer aux jeux vidéo. Utiliser ce bel espace qu'on est vraiment content d'avoir au cœur de la médiathèque, parce que maintenant, vraiment, on dispose d'une petite salle de spectacle qui est vraiment bien adaptée à tout type d'activité, concerts, lectures, accueil d'auteurs, conférences, etc. Voilà, donc un endroit que je suis fière de diriger et qu'on est très content depuis hier de pouvoir réouvrir au public malgré le Covid. Eh ben, c'est très bien, très bien. Je vais vous poser une petite question. Alors, qui peuvent être que pour vous personnellement ou dans l'ensemble du groupe de lecteurs, deux livres qui vous caractérisent. C'est une question piège, je n'avais pas réfléchi. C'est fait exprès. C'est exprès, je me doute bien. Ouais. Eh ben, je vais vous dire tout de suite, je viens de terminer la lecture du dernier Goncourt. L'Anomalie d'Hervé Letellier. Hervé Letellier, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de très drôle, qui on entend dans Les Papous dans la tête, donc il aime beaucoup aussi l'absurde. Et peut-être comme on l'a entendu dans cette lecture, j'aime beaucoup la littérature de l'absurde. Et le dernier Hervé Letellier est un livre très curieux. C'est en même temps de la science-fiction, c'est en même temps un polar, ça mélange tous les genres littéraires. Et pour une grande lectrice comme moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Voilà. Alors, peut-être que vous répondez directement à la prochaine question. En fait, le plus important dans un livre pour vous? Le plus important dans un livre.
Alors, je vais vous dire que c'est s'évader, c'est changer d'atmosphère, c'est découvrir d'autres civilisations, d'autres personnages, c'est se reconnaître même quand l'auteur n'a rien à voir avec vous. Voilà, moi j'ai un peu consacré ma vie, donc c'est ma vie. Très bien. On va avoir des petites questions un peu décalées. Thé ou café? Ah, café. Très bien. On va aller un peu plus loin. Alors évidemment, consommer avec modération. Bière ou vin? Vin. Très bien. Plutôt plage, montagne ou pré? Ouh là là, plage, sans aucun doute. Plage, voire même grand large, parce que je navigue. Excellent. Plutôt Madeleine de Proust ou biscuit du Mont-Saint-Michel? Eh bien, biscuit du Mont-Saint-Michel, c'est mon côté, ma moitié normande. Alors, question meilleur souvenir de lecture. J'utilise quand vous avec des spectateurs. Est-ce que déjà d'un, ça vous arrive souvent? Et de deux, effectivement, si ça arrive, est-ce que vous avez un souvenir particulier? Alors, on a la chance dans ce groupe des haut-parleurs de travailler avec un comédien que j'aime beaucoup qui s'appelle Marc Frémont et qui nous a fait travailler. Et on a monté il y a quelques années une lecture sur le livre et la lecture. C'était le thème de la lecture. Et il se trouve qu'il m'a fait incarner un personnage des Souris et des Hommes. Le Léni des Souris et des Hommes, qui est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'étais très fière d'incarner ce personnage un peu simplet, un peu idiot, mais tellement touchant. Et je crois que c'est ce moment-là que j'ai préféré incarner en public. Voilà. Alors, très bien. Connaissez-vous la définition du mot « avoir le seum » le mot. Bon, oui, j'ai des jeunes à la maison. Alors, en fait, on finit tous nos interviews avec cette même question. Alors, surtout, évidemment, pour les groupes de musique. Et c'est pour ça que je me permets de vous la poser. Est-ce que vous avez le seum après cette interview? Ah non, moi ça va très bien. Eh ben, j'ai la parfait. pêche. Très bien. Je suis tellement contente de rouvrir la médiathèque et d'être avec vous que j'ai pas le seum du tout. Eh ben, très bien. Pascal, je vous remercie énormément. Merci et puis, à vous. je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Merci à vous.